par Serge Sauvion, c'est Crime Story. Aujourd'hui, 5 ans d'efforts de Talnage Powell. Cornell, c'est une journée comme les autres. En tout cas, jusqu'au moment où il s'apprête à fermer son guichet en fin d'après-midi. Il est en train de faire sa caisse quand il a tout à coup la sensation d'être observé. Et en levant les yeux, il voit en effet le président de la banque, M. Joshua Tipton en personne, qui le regarde faire depuis le seuil de son impressionnant bureau au mur lambrissé de chêne. Monsieur Tipton, vieux fauve à la crinière grise, vénérable banquier de la vieille école, manifeste généralement un intérêt des plus modérés pour des êtres aussi peu évolués que de vulgaires caissiers. La nouvelle que monsieur Tipton est sorti de son bureau pour observer attentivement Henry Cornell se répand à travers la banque comme une traînée de poudre. Et bientôt, tous les employés lancent des coups d'œil furtifs vers le guichet d'Henry. Mais si son cœur se met à battre follement, Henry ne montre aucun signe d'affolement. Il incline très respectueusement la tête en direction de M. Tipton et continue à travailler avec la même efficacité, le même calme. Au guichet voisin, la vie s'immobilise presque totalement quand M. Tipton s'abaisse jusqu'à traverser noblement le grand hall pour aller se planter devant la cage d'Henry. « Comment allez-vous, Cornell ?» fait cordialement le vieux fauve en se courbant légèrement. « Très bien, M. Tipton. Et vous-même ?» Le président jette un coup d'œil par-dessus le guichet. Un grand nombre de nos clients semblent avoir une préférence pour vous, Cornell. Ils aiment bien que vous vous occupiez d'eux. J'essaie de me montrer efficace, Monsieur Tipton. Voilà une attitude qui vous fait honneur. Vous êtes parmi nous depuis quelque temps déjà, n'est-ce pas, Cornell? 5 ans, monsieur. Simple période de mise au courant dans une banque comme la nôtre. Mais le temps n'est en lui-même qu'un instrument de mesure, lance bravement Henry. Ce qui compte, c'est la diligence avec laquelle l'employé travaille. Monsieur Tipton hausse les sourcils en signe d'attention. Tout à fait exact, mon garçon. Souvent malade, Cornell? Pas un seul jour d'absence, monsieur. Le président dévisage Henry un moment, puis se racle la gorge. Oui, bon, très bien. Content de l'avoir bavardé avec vous, Cornell. Tout le plaisir était pour moi, monsieur. Henry réussit à se contenir jusqu'au moment où il se retrouve seul dans son petit appartement de célibataire, meublé sommairement, mais fort bien entretenu. Il débouche alors une bouteille de scotch, s'en verse une rasade généreuse et pose délicatement sur la platine de sa chaîne stéréo son disque de jazz préféré. Quelques instants plus tard, il n'a plus rien de commun avec le Cornell discret et pondéré qui travaille avec tant d'application à la banque. Son verre à la main, il danse à travers la pièce en riant si fort qu'il couvre presque le son de la musique, pourtant poussée à fond. En 2 entrechats, il gagne ensuite sa minuscule cuisine. Pas de doute, se dit-il, en mettant à frire dans la poêle un steak haché. Non, pas de doute, les paroles de M. Tipton ne peuvent pas signifier autre chose. Paul Hartman, l'actuel caissier en chef, est sur le point d'être nommé vice-président de la banque. Tout le monde est au courant, mais jusqu'à ce jour, rien ne laissait prévoir qui le remplacerait à ce poste. En tant que caissier principal, se dit Henry, je jouirais d'une confiance illimitée et du libre accès à cette fabuleuse salle des coffres.
Henry Cornell, le grand jour est presque arrivé. 5 ans de patience, de travail et de réflexion vont bientôt être couronnés de succès. Ces années lui semblent déjà lointaines et presque irréelles. Oui, comme il lui semble loin ce jour de décembre où il a franchi pour la première fois le seuil de cette banque. Il était alors vendeur en quincaillerie et avait entendu dire qu'on demandait un employé à la banque voisine. Il a tout de suite fait bonne impression sur M. Tipton, alors vice-président, et qui a vu en lui un garçon certes sérieux, mais aux besoins réduits et aux ambitions modestes. Ah, s'il savait, songe Henry en retournant son steak haché dans la poêle. Non, ses ambitions sont beaucoup plus concrètes et visent 4 symboles bien spécifiques de la réussite. Posséder une demeure imposante, être membre d'un country club très fermé, rouler dans une grosse voiture très chère et épouser une femme un peu guindée avec un bel arbre généalogique, même si elle n'est pas très séduisante. Ce n'est pas par goût qu'il place la femme en dernier, non, c'est simplement parce qu'il est réaliste et accepte l'ordre naturel des choses. Hélas, la réalisation de ses désirs se trouve subordonnée à la possession d'une chose infiniment banale, l'argent. L'argent, toujours l'argent, car il lui en faudrait beaucoup pour partir très loin, changer de nom, commencer une vie nouvelle. Il a vite compris que ce n'était pas son emploi à la banque qui serait l'instrument de son ambition. Pourtant, il a changé d'avis le jour où il a vu Paul Hartman descendre à la salle des coffres, là où s'entassent d'immenses fortunes. Et cette pensée lui est venue tout naturellement à l'esprit. Si j'étais Paul Hartman, je disparaîtrais un beau jour avec le magot et quand on découvrirait le poteau rose, je serais déjà loin. Ayant libre accès à la salle des coffres, je pourrais bourrer de billets l'intérieur de mes vêtements, après y avoir aménagé des poches secrètes. Après, je n'aurais plus qu'à enfiler mon par-dessus, à dire au revoir à tout le monde et à sortir de la banque comme une mine d'or en marche. Je changerai les billets dans un autre état et je pourrais vivre de ma fortune quelque part dans le Vermont, par exemple. Qui aurait l'idée d'aller chercher le plus hardi des pilleurs de banque dans un country club très select du Vermont? C'est un nuage de fumée âcre et noire qui fait émerger Henry de son rêve doré. Et en plus, on frappe à la porte au même moment. Il empoigne la poêle, se brûle les doigts, attrape un torchon au vol et dépose le tout dans l'évier. Puis, tout en soufflant sur ses doigts, il se hâte d'aller ouvrir. Oui, c'est vrai, ça, le moment est mal choisi pour une visite. Mais attendez quelques instants pour savoir qui est derrière la porte. Ses lèvres pulpeuses et fardées esquissant un sourire enjôleur, Mavis Benson se tient sur le seuil. Elle a emménagé dans l'immeuble quelques semaines auparavant. Le visage et la silhouette plus qu'agréables, elle est blonde avec de grands yeux bleus. Henry la trouve bien un rien envahissante pour son goût, mais ils sont devenus presque amis depuis le jour où elle est venue lui emprunter du sucre, quelque temps après son arrivée. Bonjour, Henry. Bonjour, Mavis. Elle lui effleure la joue d'un doigt léger et son sourire se fait plus enjôleur encore. Vous ne voulez pas venir dîner avec moi?
J'ai fait des spaghettis comme les Italiens eux-mêmes voudraient pouvoir en faire, mais il y en a trop pour moi toute seule. Henri pense au petit tas carbonisé qui gît au fond de sa poêle dans son évier. Ma foi, parfait, dit Mavis en le prenant par le bras pour achever de le convaincre. J'ai même du vin rouge pour aller avec. Si vous êtes sûr que je ne vous dérange pas, Mavis, dit Henri en pensant aux deux costauds qu'il a vus 2 ou 3 fois en compagnie de la jeune femme. Vous êtes le seul homme bien que je connaisse, déclare Mavis en l'entraînant déjà dehors. Une fois dans son appartement, Mavis, tout en servant Henri, s'enquiert gentiment. Alors, comment ça marche à la banque, Henri? Très bien, très très bien, oui. Et pas tant. On va vous donner de l'avancement, peut-être? Je crois bien, oui. Je suis même sûr qu'on va me nommer caissier principal. Ça fait longtemps que j'attends. 5 ans. Mais je suis sûr d'être bientôt récompensé. Ah, mais c'est merveilleux, Henri. Oui, c'est assez merveilleux, oui. Il pousse un soupir de bonheur, puis raconte sa journée à Mavis. Le lendemain matin, il se réveille en pleine forme. Il fait un quart d'heure de gymnastique, puis se prépare un copieux petit déjeuner. Même la date ne l'ennuie pas aujourd'hui. Le 1er du mois, jour où il faut honorer ces innombrables chèques représentant la paye du personnel des usines de textiles et de produits alimentaires de la région. Comme d'habitude, Henri arrive en avance à la banque. Les stores sont encore baissés sur les 2 battants de la porte d'entrée, mais il sait que Paul Hartmann est déjà là. Il entre à son tour, mais s'immobilise brusquement, en sentant qu'on lui applique contre le dos un objet dur et rond. « C'est un revolver, l'ami », fait une voix derrière lui. Le regard d'Henri fait rapidement le tour de la banque. Jenkins, le veilleur de nuit, une bosse sur le front et délesté de son arme, est affalé près d'un canapé en cuir sur lequel Paul Hartmann commence à reprendre ses esprits. Aligné contre le mur d'en face, un petit groupe d'employés est tenu en respect par un grand costaud, revolver au poing, vêtu d'une salopette et le visage recouvert par un masque de singe. En salopette, lui aussi, mais avec un masque de chat, l'individu resté derrière Henri pousse celui-ci en avant. « Allez, Oust, remplis-moi ces sacs. Remplis-les de tout le fric que t'as préparé pour la paye. »« Garde ta salive !» conseille l'autre. « Surveille plutôt ces lascars pour que tout se passe bien, jusqu'à ce que le fric soit dans la bagnole de la fille. » La fille. La fille. Henri a un brusque coup au cœur. Elle, évidemment, ça ne peut être qu'elle. Mavis Benson, pas de doute là-dessus. Le singe et le chat ont bien la taille et l'allure des 2 costauds qu'il a vus avec elle. Le choix de son appartement, son amitié avec lui, tout ça a donc été combiné. « Tais-toi, le vieux !» dit l'un des 2 gangsters à Jenkins. « Va aider le caissier à se remettre sur ses guiboles et aller m'ouvrir la salle des coffres. »« Oui, monsieur, tout de suite !» dit Paul Hartmann d'une voix de gosse pleurnichard. Henri a l'impression que le monde s'effondre autour de lui. Ces êtres immondes, ces abominables usurpateurs vont s'emparer dans quelques minutes du trésor auquel lui, Henri Cornell, a sacrifié des années de sa vie. Et avec la complicité de ce froussard Hartmann par-dessus le marché. Ah non, non! Un cri sauvage s'échappe de sa gorge. Du pied, il cherche le bouton d'alarme sous le bureau du comptable. La sonnerie déchire l'air. Un coup de feu retentit. Une employée se met à hurler. Paul Hartmann, pris de malaise, s'effondre sur le sol de tout son long. Henri a vaguement conscience de se mouvoir, incapable d'arrêter le cri strident qui sort de ses lèvres. Il sent soudain dans sa main un objet étrange. Il plie le doigt, pointe l'objet en avant, et la banque résonne d'un coup de feu. Lui,
Il a l'impression que la moitié de l'immeuble s'écroule sur son épaule droite. Le résultat est si foudroyant qu'il s'évanouit. En sortant du royaume de l'inconscience, Henri commence par s'agiter, puis gémit un peu. Enfin, il ouvre lentement les yeux. Un médecin, une infirmière et Monsieur Joshua Tipton, le président de la banque, sont penchés avec sollicitude sur son lit d'hôpital. « Je suis là, mon petit, je suis là », dit Monsieur Tipton, comme s'il parlait à son propre fils. « Est-ce qu'ils ont réussi ?» articule faiblement Henri. « Non, mon petit Henri, non, non, non. Quand ils ont vu que les choses tournaient mal, ils se sont enfuis. Mais on les a arrêtés. Malheureusement pour eux, ils étaient à pied. En entendant les coups de feu, la jeune femme blonde a démarré. Et dans sa panique, elle est allée se jeter contre le pilier d'un pont. Elle est la seule victime. À présent, il vaudrait mieux le laisser se reposer, monsieur, conseille le médecin. Oui, dans un instant, docteur. Mais d'abord, mon cher Henri, je tiens à vous annoncer quelque chose qui vous aidera à vous rétablir. Quand vous reviendrez parmi nous, vous ne serez plus un simple caissier. La façon lamentable dont s'est conduit Hartmann m'a convaincu qu'il n'était pas fait pour être vice-président. En revanche, votre expérience, vos années de service et la preuve que vous nous avez donnée de votre zèle discret vous rendent digne de ces fonctions, mon garçon. Bienvenue dans notre conseil d'administration, monsieur le vice-président. Ah, fait simplement Henri en réfléchissant à toute allure. En 5 ans, se dit-il, il en est venu à aimer cette banque. Et à part cette demi-portion d'Hartmann, tous ses collègues sont très agréables. Quant à Monsieur Tipton, eh bien, on dirait que sous son physique de fauve se cache un cœur d'or. Il se dit aussi qu'après tout, les vice-présidents de banque sont souvent membres de country clubs, qu'ils ont d'imposantes demeures, de belles voitures et les moyens de courtiser les descendantes un peu snobs de vieilles lignées. Son idée de salle des coffres lui semble tout à coup vraiment puérile. En tout cas, indigne d'Henri Cornell, vice-président, probablement président dans quelques années. Oui, mon cher Henri, continue à déclamer Tipton dans son style le plus ronflant. Oui, mon cher ami, nous serons fiers d'avoir parmi nous un homme ayant votre sens du devoir et votre noble respect pour notre grande institution. Vous l'avez exprimé avec ferveur, bien que d'une façon un peu abstraite, nous a rapporté Jenkins. Henri a un bref sursaut. Ah bon, moi j'ai exprimé... Oui, certainement, mon cher Henri. Vous ne vous souvenez pas, lorsque vous êtes tombé, frappé par la balle du gangster, vous vous êtes mis à hurler de toutes vos forces, Cornell. Et les paroles héroïques que vous avez prononcées étaient mot pour mot celles-ci. Vous n'aurez pas mon coffre, non, jamais vous n'aurez mon coffre. Mon coffre! Incroyable comme ça passe vite.
Et pourtant, c'est 5 ans d'effort. De Talmage Powell, raconté à l'instant par Serge Sauvian, c'était Crime Story. Attention, lundi 13h30, un autre Crime Story. Si.